La classe politique burkinabé est à couteau tiré sur la question du renouvellement des instances de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Un terrain glissant que celui de la désignation des membres devant siéger au sein de l'auguste institution, les uns récusant le choix des autres. Dans cette valse de conférences de presse et de contre-conférences de presse, s'esquissent cependant les pas des enjeux présents et futurs d'une CENI en quête de renouveau et de perspective. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Périscope sur Burkina Info. Un numéro consacré aux défis, enjeux et perspectives de la Commission électorale nationale indépendante au moment où un nouveau collège devrait se mettre en place au Burkina, avec l'élection d'un nouveau président sur fond de polémique politique. Mais au-delà de cette polémique, comment a évolué la CENI au Burkina et quels défis devrait relever à présent cette institution? Pour en parler, je reçois pour vous Lydia Zanga Ouidraogo. Elle est juriste, spécialiste du monitoring des processus électoraux, mais également spécialiste sur les questions des droits humains. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci également à Mohamed Ag Ibrahim, directeur de publication de Faso PIC. Bonsoir. Bonsoir Serge, merci pour l'honneur. Merci d'être présents tous les deux. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir et bienvenue sur le 140e numéro de votre émission Périscope. Initialement prévue pour le 12 juillet dernier, l'élection du président de la Commission électorale nationale indépendante, qui devait avoir lieu ce 15 juillet à Ouagadougou, a finalement été à nouveau reportée de quelques jours, soit au 19 juillet. Tout d'abord, comment accueillez-vous la nouvelle de ce report, Lydia Zanga? Je pense qu'au regard du contexte, je pense que c'est une décision sage que de calmer un peu les tensions qu'il y a et puis se donner les chances d'avoir un processus qui soit le mieux abouti possible parce qu'on a assez de problèmes déjà. Donc je pense que c'est une décision sage que de repousser et de se donner des chances pour... Oui, repousser juste pour quelques jours, est-ce que cela suffira pour apaiser les tensions, justement, comme vous dites, afin que cette élection se tienne? En fait, pour la question, il faut peut-être qu'on revoie en fait ce qui se passe là-bas, ce qui se passe, qu'est-ce qui est en cause. Il se passe que la CENI est composée de trois grands groupes. Trois entités. Trois entités, des partis politiques de la majorité, des partis politiques de l'opposition et les organisations de la société civile qui sont en plusieurs composantes, OSC droits humains, chefferie coutumière et les religieux. Et c'est au moment donc de la désignation du président de cette commission qui se pose le problème. Donc il est vrai que quand on regarde un peu les textes, il est vrai que les seules dispositions en la matière, il est dit que ne peut être président de cette institution-là un commissaire qui est membre d'un bureau politique, d'un parti. Du parti. Exactement. La question que ça pose, ce n'est pas uniquement ce que la loi dit, mais il y a un esprit derrière toute loi. Donc, moi, je pense que ce report nous donne le temps, peut-être jusqu'à lundi, alors, de voir comment est-ce qu'on sort de ce processus-là de manière grandie. Les lois peuvent montrer souvent des limites, écrites ou en esprit. C'est peut-être le moment de discuter de réforme de cette institution, mais on a un peu de temps pour en parler. Mohamed Ag Ibrahim, comment vous avez accueilli cette nouvelle du report? Vous vous y attendiez? Oui, un peu, en effet. Merci Serge. J'observe donc tout ça avec vraiment beaucoup d'affliction. C'est un spectacle assez désolant. Je ne voudrais pas m'inscrire vraiment dans la polémique futile et stérile, mais j'aimerais quand même donner mon point de vue. Bien sûr, rapidement. Sur ces débats politisés et poliés autour principalement de la personne qui représente donc le Haut Conseil de la chefferie traditionnelle. Nous sommes aujourd'hui, pour des raisons non valables à mon avis, à un troisième report sur près d'une semaine. C'est ça. 12, 15 et on va vers le 19 juillet. Cette personne-là, a-t-elle le droit, oui ou non, de se présenter? Cette personne-là, a-t-elle déclaré même sa candidature? Je ne le pense pas jusqu'à ce que je rentre ici. Parce que jusque-là, cette personne est récusée parce qu'on dit qu'il est membre du parti au pouvoir.
Dans ce cas, vous connaissez comment la société civile est très politisée au Burkina. Je ne vois pas où est-ce qu'on va tourner pendant peut-être 10-20 ans pour trouver quelqu'un qui n'a pas un penchant pour une chapelle politique. Ou, en tout cas, moi, à mon avis, je pense qu'il faut regarder les textes. Est-ce qu'il peut être candidat, oui ou non? Pourquoi est-ce que c'est l'opposition qui s'arroge aujourd'hui des droits pour valider les candidatures des autres composantes et orienter leurs choix? Ça, c'est une question quand même qui est posée. Je trouve même que le ministère de l'Administration manque de poigne parce que là, on rentre dans une crise dont on n'en a pas besoin et dont on ne peut pas se payer les luxes. Oui. Voilà, le pays est déjà impacté, affecté par la crise sécuritaire. On a parlé de plus d'1,3 million déplacés à crise humanitaire. Le dernier compte rendu du Conseil des ministres. Tout à fait. Donc je pense qu'il faut comprendre que l'opposition est plurielle et que la politique de la chaise vide ne paye pas. Alors, vous dites si bien que l'opposition est plurielle. L'opposition non affiliée a sorti ses griffes aujourd'hui même en disant que, en récusant, hein, elle aussi, les candidats ou les représentants du CEFOP au niveau de la CENI. Oui, ça, j'ai également vu ça à travers quelques coupures de presse, mais ça ne se limite pas au CEFOP et à l'ONA de l'opposition. Il y a des partis qui se sont déclarés membres de l'opposition, sont dans l'opposition et peuvent être appelés à la table s'ils sont disponibles, que le processus puisse continuer. Oui. Mais je ne peux pas comprendre que la machine aujourd'hui électorale de notre pays soit grippée par des futilités. Nous sommes en jeu à l'expiration du mandat de l'équipe sortante. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est en train de jouer la montre? À quel dessein? Moi, je ne sais pas, mais ce que je constate, c'est que tout ceci contribue à fragiliser un tissu social qui est déjà éprouvé par le contexte sécuritaire. Oui, éprouvé par le contexte sécuritaire. En tout cas, c'est le moins que l'on puisse dire. Les différents camps politiques ne s'accordent pas sur certains représentants qui ont été désignés. Les débats se sont notamment cristallisés sur le choix de Bonaventure Ouedraogo, le chef de SAO, rejeté par l'opposition politique. Et l'ONA, l'opposition non affiliée, on vient de le dire, elle a aussi sorti du bois pour récuser les commissaires choisis par le CEFOP. Alors justement, Lydia Zanga, comment on sort de cet embrouillamini alors que, justement, le ministère de l'administration territoriale dit ne pas disposer d'éléments ni matériels ni juridiques pour trancher? C'est ça. Pour en sortir, moi je suis d'accord avec monsieur qui disait aussi une polémique qui n'est pas forcément utile en ce moment. Mais donc, ce que je vais dire, je veux qu'on discute sur les principes et pas forcément sur les cas en présence. Par exemple, juste pour dire, pour qu'on discute des principes, le monsieur qui est récusé aurait pu être de l'opposition. C'est ça. Il aurait pu être donc de la chefferie, mais quand on lui reproche par exemple de l'opposition. Donc, discutons de principes. Si de tels cas arrivaient, qu'un commissaire qui est d'une composante est affilié ou a en tout cas des accointances avec un autre bord, qu'est-ce qu'on fait? Discutons de principe. Et pour moi, alors, pour discuter de principe, c'est pour dire que cette CENI telle qu'on la voit, on va peut-être en reparler, mais elle répond à un certain équilibrage qui est recherché. C'est ça. Et c'est le fruit d'une lutte qui est là. Il y a un certain équilibrage à rechercher. Si à un moment donné, il y a un camp qui pense qu'un commissaire peut déséquilibrer notre balance, discutons. Parce que sinon, je pense qu'on sème des germes de tension qui vont nous rattraper d'un moment à un autre. Est-ce que vous pensez donc qu'il n'y a pas eu de discussion, qu'il n'y a pas eu d'échange autour de cette question et que finalement on recherche ou on va droit dans un bras de fer? Apparemment, c'est ce qui se dessine. C'est ce qui se dessine puisque l'opposition politique dit que tant que le monsieur en question n'est pas changé, ils ne vont pas siéger. Et l'administration reporte en espérant qu'ils viendront à la table de la discussion. Je ne sais pas ce qu'il en sortira, mais je pense que mon avis est que on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de ce genre de polémique actuellement. On a d'autres soucis. On a d'autres priorités. Il ne faut pas lever d'autres. Et donc, toute mesure qui peut nous permettre d'apaiser les tensions et d'avoir une CENI qui est une CENI burkinabé appréciée par la sous-région, allons-y. Allons-y. Il faut y aller. En tout cas, ce n'est pas la première fois que la Commission électorale nationale traverse une grave crise. Hein. On se rappelle de ce mémorandum des commissaires de l'opposition publié en 2018 contre le président de l'institution, Newton Ahmed Bari. Une bagarre autour de la méthode, des moyens, de la vision. On n'oublie pas non plus les dissensions intervenues en pleine annonce des résultats des élections couplées du 22 novembre 2020, les commissaires de l'opposition ayant déserté le forum avant de revenir quelques temps après. Ag Ibrahim, pensez-vous qu'il s'agit
d'une guerre d'intérêts, d'une querelle de personnes, ou un peu des deux? Absolument, je voudrais d'abord rebondir sur ce que Mme Zanga disait tout de suite. De récusation en récusation, est-ce qu'on va s'en sortir? Parce que le chef de SAO n'est pas le seul à être récusé. On a un réseau, un organe de la société civile, je crois, le réseau des membres du Burkina qui récuse le commissaire représentant la DFRDA, M. Tasséré Savadougou. Je pense qu'il y a un autre commissaire qui pourrait être également récusé en la personne de Issa Balima, qui est président d'un parti, l'Union des forces centristes. Et on s'est dit que on doit envoyer des représentants si les chefs de parti eux-mêmes qui sont censés être dans la compétition électorale se retrouvent dans la CENI. Est-ce que ça c'est une bonne chose? Tout ça, ça pose un problème de légalité versus un problème d'éthique morale politique. C'est ça. Donc il y a à la fois guerre d'intérêts, querelle de personnes. Voilà, guerre d'intérêts, et je rebondis également là-dessus pour dire que, en toute âme et conscience, je pense que ce spectacle qui se déroule aujourd'hui devant nous là, ce n'est qu'une question de prise de bec autour de la gargouille, pour ne pas dire de la mangeaille. Parce que je parie que si le mandat des commissaires de la CENI était du bénévolat, on allait faire des appels à candidature infructueux. Voilà. Donc, on allait faire des appels à candidature infructueux. Ouais. Qui allait se retrouver infructueux. Oui, c'est ça. De toute façon, il va falloir quand même qu'on en sorte et on espère que d'ici à là, les solutions seront trouvées, les voies et moyens seront mis en œuvre pour que les camps s'accordent sur l'essentiel afin qu'on ait rapidement une solution. L'occasion nous est donnée de faire un peu l'état de l'évolution de la mise en œuvre de la Commission électorale nationale indépendante depuis le début du processus démocratique au Burkina, c'était en 1991. Cette structure chargée d'organiser les élections n'a pas été, son évolution n'a pas été un long fleuve tranquille. La structure a ainsi été plusieurs fois réorganisée avec des changements significatifs intervenus notamment en 1997, en 1998 et en 2001. Créée par décret en mars 1991, la première commission électorale au Burkina, composée de 32 membres, tous désignés par les démembrements de l'État, était chargée d'organiser le référendum constitutionnel du 2 juin de cette année-là. Puis, une ordonnance mettra en place, le 29 octobre 1991, la Commission nationale d'organisation des élections, CENOE, forte de 140 membres, dans la perspective de l'organisation de l'élection présidentielle de décembre 1991. Lui succédera une autre commission, toujours sous l'appellation CENOE, en 1997, présidée par Moussa Sanogo. L'administration territoriale reste d'ailleurs éminemment présente dans l'organisation des élections, notamment celle des législatives de 1997. Il a fallu les pressantes revendications de l'opposition, il faut bien se le rappeler, regroupées au sein du groupe du 14 février, G14, pour qu'une commission électorale totalement indépendante de l'administration soit enfin créée par une loi le 7 mai 1998 dans la perspective du scrutin présidentiel de cette année-là. Première grande victoire donc pour l'opposition avec cette première CENI au sein de laquelle étaient représentés les partis politiques de l'opposition et de la majorité, les communautés religieuses, les communautés coutumières, les centrales syndicales et les associations de défense des droits de l'homme et des libertés. De même, les membres de la CENI prêtaient serment et jouissaient d'une immunité de juridiction. C'était alors, il faut le souligner, une étape importante, selon vous, Lydia Zanga. Tout à fait. Vous avez fait un beau résumé de ce parcours. Je pense que c'était une évolution importante parce qu'on est parti d'élections organisées précédemment par l'administration territoriale jusqu'à avoir cette CENI telle qu'on a aujourd'hui. Donc, il faut dire que beaucoup, à un moment donné, ont recusé donc l'organisation par cette administration territoriale. Pourquoi? Parce que, quand même, en Afrique, il est rare de voir les acteurs au pouvoir qui ont l'appareil d'État organiser des élections transparentes et crédibles. C'était le reproche qui était fait, parce que quand on a l'appareil d'État... Sans compter qu'on n'organise pas une élection pour la paix. On n'organise pas une élection pour la paix, c'est ce qu'on disait souvent en Afrique centrale. Et donc, quand on a l'appareil d'État, c'est difficile en tout cas de présumer la bonne foi. Donc, c'est ça qui a envoyé cette évolution jusqu'à ce qu'on arrive à cette CENI aujourd'hui. L'autre élément important, c'est les grandes réformes qu'il y a eu lieu après l'assassinat de Norbert Zongo. Tout à fait. Et le bouleversement sociopolitique que le Burkina a connu. Et ça, c'était vraiment déterminant. C'est ça qui a abouti en 2001 à cette loi, à cette CENI telle qu'on l'a. Donc, c'est un processus
intéressant de voir, à un moment donné, l'administration territoriale a organisé des élections. Nous avons réfléchi, nous avons dit que nous ne voulons pas de cette manière, nous voulons aller vers une autre forme de CENI. On en est arrivé. Peut-être que celle-ci aussi a montré ses limites, c'est l'occasion. Il faut réfléchir pour voir pour revoir la formule, mais il faut juste aussi préciser que cette CENI est également l'émanation de l'évolution démocratique sur le continent, puisque la première CENI, si je ne m'abuse, est apparue au Bénin au lendemain de la conférence nationale souveraine de 1990, puisque s'est posée effectivement la question de qui devrait organiser des élections indépendantes, les systèmes étant emprisonnés, embrigadés dans des régimes monopartisans, et parfois militaires depuis longtemps. Donc cette ouverture démocratique a permis également des revendications, des luttes des partis d'opposition qui ont conduit à cette CENI-là. C'est aussi pour vous, Ag Ibrahim, une étape importante, cette formule de la CENI, qui est en œuvre maintenant depuis 20 ans. Oui, je partage tout à fait votre avis par rapport à considérer le Bénin comme étant un pionnier en matière de commission électorale et même de démocratie, avec toutes les parties, je crois, de la conférence nationale souveraine. Et donc, pour revenir à notre pays, ça fait près de 30 ans qu'on organise régulièrement des élections. Tout à fait. La première commission, c'est la Commission nationale d'organisation du référendum, oui, en 91. Après ça, on a mis en place la Commission nationale d'organisation des élections pour le scrutin présidentiel de 1991. C'est ça. Mais déjà, après le premier septennat, on était en 98 et il y a eu la CENI. Il y a eu une première CENI, même si elle n'était pas aussi indépendante, autonome que les autres acteurs le voulaient. C'était la CENI, je crois, conduite par le pasteur Samuel Yamego. Oui, bien sûr. Et donc, c'est celle qui a organisé les élections présidentielles de 98. Puis, il y a eu des événements malheureux, dont Madame vient d'en parler, du cas de Norbert Zongo. Et puis, il y a eu les discussions entre les acteurs politiques, mais la CENI de 98, je crois, c'est une structure ad hoc. Il a fallu le dialogue politique, tout ça pour qu'on en arrive à un nouveau format de CENI avec de nouvelles missions, de nouvelles attributions, une nouvelle composition. Et je crois que c'est depuis 2001 que ce format-là existe. Mais la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui est la preuve que cette CENI-là a également atteint ses limites. Il y a eu des avancées. Voilà. Il y a eu des avancées, il y a eu la carte biométrique, il y a eu l'outil informatique qui s'est invité là-dedans. Nous avons la chance d'avoir un fichier électoral qui n'est pas assez controversé comme dans les autres pays, à ce que je constate. Donc il y a eu vraiment des avancées significatives, mais il y a également des insuffisances. Je pense qu'on est en train d'aller vers les limites de cette CENI et l'occasion faisant le larron, je pense qu'on doit exploiter cette crise-là et en faire une opportunité pour refondre nos textes, pour aller vers une CENI, à mon avis, pas une CENI, mais une commission électorale sous la tutelle du ministère de l'administration, une commission électorale avec des agents, des administrateurs formés en matière électorale. Nous avons une école comme l'ENAM où il y a des compétences, je pense, qui peuvent le faire. Donc moi, je pense qu'il faut y aller vers là. Et extirper de cette CENI-là les personnes qui cristallisent les passions, comme les coutumiers et les religieux. Alors, vous dites ça, il faut réformer, mais en même temps, on est face à une question de délai, on est face à une question juridique aussi, et puis il faut aller vite, ça veut dire qu'il faut quand même passer cette étape avant peut-être de s'asseoir pour réfléchir à la formule. Vous avez bien fait de rappeler cette CENI de 1998, je ne l'ai pas occulté, parce que d'ailleurs, le G14, le groupe du 14 février, avait boudé donc la CENI, qui était issue, cette CENI de 1998 dont vous parlez, le groupe du 14 février l'avait boudé. C'est une CENI qui a été présidée tour à tour par les pasteurs Samuel Yamego et Flavien Issaka Tapsoba. La présidentielle de 1998 et les municipales de 2000 ont été boycottées. En cause, la composition, les attributions et le fonctionnement de cette CENI-là, qui ne garantissait pas, selon l'opposition, une indépendance véritable. C'était aussi une époque charnière où il y avait eu beaucoup de crises. Enfin, il y avait une certaine crise et beaucoup de manifestations autour de l'organisation des élections Liga Zanga. Tout à fait. C'est peut-être une période que je n'ai pas beaucoup connue parce que j'étais assez jeune à l'époque. Mais de ce que j'ai appris et lu aussi de l'histoire de cette institution, c'est que vraiment c'était un moment où aussi on était à bout de souffle parce qu'on avait un régime qui s'installait, qui se pérennisait de fur et à mesure et qui organisait des élections où c'était comme une lettre à la poste. Oui, et donc les acteurs politiques aussi se posaient la question de comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir des élections les plus transparentes et crédibles possibles.
Donc c'était un moment légitime de discussion, de bouillonnement démocratique à cette époque-là. Oui, en effet, parce que vous l'avez même souligné, il y a eu toutes ces réformes parce qu'il y a eu ce cheminement et ces luttes. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il ne faut pas qu'on oublie d'où on est parti. Non, pour nous permettre aujourd'hui de nous projeter sur demain afin de mieux faire. C'est en juillet 2001, il y a donc 20 ans exactement. Tiens donc, c'est en juillet 2001 qu'est intervenue la nouvelle formule de la CENI. C'est une CENI qui était donc plus consensuelle, notamment avec la modification du code électoral dans le cadre des réformes institutionnelles entreprises pour la sortie de la crise née du drame de Sapuy. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure. Alors cette formule consacre entre autres la responsabilité de la commission en amont et en aval dans l'organisation des scrutins, l'établissement des listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats. Cette première CENI consensuelle était installée en septembre 2001, était présidée par Moussa Michel Tapsoba, issu de la société civile, et a notamment géré les élections législatives de 2001. Alors tout d'abord, très rapidement, comment vous jugez le parcours de cette CENI qui a maintenant donc 20 ans? On est tous en train de dire qu'elle est peut-être à bout de souffle, mais elle a permis au pays de faire des avancées significatives. Tout à fait. Il y a eu des hauts et des bas, des avancées, des insuffisances qu'on peut noter. Mais ce qu'on retient, c'est que toutes les fois, en tout cas depuis la présidence de M. Moussa Michel Tapsoba, passant par le maître Kéré et le président sortant actuel, cette commission électorale je pense, a grandi en termes d'organisation des élections. A gagné en maturité. A gagné en maturité. Ça, je pense. Et vraiment, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est sous vraiment la présidence de Maître Kéré. En ce moment, je commençais mes premiers pas au niveau de la société civile pour l'observation des élections, le suivi un peu des processus électoraux. Et on a senti une commission électorale à l'écoute des acteurs. Voilà, qui prenait le soin d'écouter. Parce que souvent, en matière électorale, beaucoup de choses peuvent nous faire échouer dans un processus. Parce que c'est tellement minutieux, c'est tellement dans les détails. Et il est bon qu'on ait vraiment un leader en tout cas, où il y a un consensus autour. Et qui sait, qui sait rassembler et fédérer les énergies. Exactement. Et qui sait donner confiance aussi pour qu'il n'y ait pas de suspicion. C'est ça. Et qui vraiment suit les principes et suit les lois, qui les respecte et qui sait faire adhérer tout le monde. Donc, je pense que on a grandi. Nous sommes arrivés à un fichier électoral les moins contestés, même si on est dans les discussions de la refonte globale de ce fichier électoral-là. Mais on a un fichier qui a subi plusieurs audits où, en tout cas, il présente des gages de sécurité, de transparence, par exemple. Dans l'organisation des élections, nous avions aussi acquis de l'expérience. C'est vrai que les dernières élections, il y a eu quelques difficultés qui ont été notées. Et justement, on a été surpris puisqu'on était à une commission électorale et à une expérience d'organisation des élections qui était beaucoup appréciée. On avait une telle maîtrise, une telle technicité qu'on pensait que ça allait passer comme une lettre à la poste. Mais il y avait aussi le contexte, n'est-ce pas? Le contexte était plutôt difficile, ardu avec cette crise sécuritaire. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut souvent aussi relativiser certains propos. Effectivement, on a été surpris par certaines choses, par certains problèmes constatés. Mais effectivement, comme vous le dites, le contexte était un peu difficile. Vous vous souvenez qu'on se posait même la question de est-ce qu'il fallait aller aux élections ou pas? Oui. Beaucoup n'étaient pas pour les élections, d'autres étaient pour les élections. Et après le dialogue politique, on dit on y va. On y va, mais les problèmes demeuraient. Les problèmes demeuraient, mais on y est sorti, on a pu tenir ces élections rapidement. Ibrahim, au cours de ces 20 dernières années, donc on a quand même fait des sauts qualitatifs. Et puis vous pensez, vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est peut-être le moment de tout remettre à plat pour repenser la formule. C'est ça. Tout à fait. Je pense que 20 ans, c'est l'âge adulte. Je pense également que cette CENI a eu des acteurs qui ont quand même un sens élevé de la nation et ça nous a permis d'éviter des crises post-électorales. Mais néanmoins, je constate avec ce qui se passe aujourd'hui qu'il y a encore des gamineries dans cette CENI, ce qui veut dire que ce n'est pas tellement l'institution elle-même, mais ce sont les acteurs qui l'animent, qui ne mettent pas l'intérêt supérieur de la nation devant un peu les intérêts égoïstes. Mais moi, je trouve également qu'il faut revoir le format de la CENI pour aller vers une CENI, une commission électorale en tout cas, professionnelle. Le Bénin, que vous avez cité en exemple, ils sont à l'étape maintenant d'un conseil
un conseil électoral là, oui. qui va être une sorte de conseil d'administration au-dessus donc d'un organe opérationnel qu'ils ont créé. Je crois que c'est la Direction générale des élections. Je crois qu'on a eu la même formule un peu au Mali, parce qu'il y a jusqu'à 3 entités qui interviennent, en Guinée aussi. Mais peut-être qu'il faut revoir un peu toutes ces expériences sur le continent, parce qu'il y a des... Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des avantages, il y a des inconvénients par-ci, par-là. Il faut peut-être revoir un peu tout ça pour retomber sur nos pieds. Mais pourquoi finalement ne pas revenir à la base, puisque traditionnellement, c'est le ministère de l'Administration qui organise les élections. Oui, est-ce qu'on est arrivé à un niveau d'acceptation pour que aujourd'hui... Moi, personnellement, je souscris à cette idée, Serge. Cette idée de revenir au ministère de l'Administration pour organiser les élections. Néanmoins, les partis politiques seront représentés. C'est comme dans un bureau de vote, les partis politiques sont là, mais les opérations se déroulent devant les représentants qui peuvent faire des mentions dans les PV. Donc, ça va être une CENI organisée par des professionnels qui sont assermentés, et les partis politiques ne sont que des représentants donc, dans les différentes structures, dans les différents démembrements pour suivre le processus électoral. Mais je pense qu'il faut même faire des propositions. Parce qu'aujourd'hui, la machine se grippe à cause du renouvellement du mandat du président sortant et d'un autre candidat supposé qui est supposé candidat qui est recusé. Appartenir au parti au pouvoir. Est-ce que dans une CENI qui a 20 ans, où les gens sont animés par des adultes, on doit se retrouver à travailler sur des bases de suspicion, de fuite en avant? Franchement, là, je suis un peu dessus. Alors, Lydia Zanga, vous pensez qu'on pourrait revenir à la base en remettant l'administration territoriale au cœur de l'organisation du système électoral? Est-ce qu'on est déjà arrivé à ce niveau d'acceptation pour dire que maintenant les commissions, il faut qu'on les mette à l'écart pour que l'administration joue son rôle? La question est très pertinente, pertinente et opportune. Est-ce qu'on est prêt à repartir au moment où c'est l'administration territoriale qui organise les élections? Pas confier entièrement tout le processus. Je suis d'accord avec M. Hack quand il dit on peut avoir une sorte de conseil d'administration où les acteurs sont représentés, mais une administration électorale professionnelle, j'adhère vraiment à cette idée. Parce que l'une des insuffisances qu'on retient aussi, c'est que souvent, d'un processus à un autre, on ne capitalise pas assez les expériences des commissaires qui sont déjà partis. Ouais. Donc, ça nous fait reprendre la roue, recommencer à zéro, et ça fait perdre du temps et de l'argent et de l'énergie. Donc, si on a une administration électorale professionnelle qui va au-delà des mandats des commissaires et qui est vraiment formée et qui a ça comme tâche, on gagne en temps, en énergie et en argent. Cela dit, nous sommes toujours dans un état où notre administration est souvent critiquée. Encore politisée. Encore politisée, en tout cas il y a des critiques. Si c'est le cas, confier vraiment l'organisation des élections à l'administration territoriale, ce serait vraiment trop osé, à mon avis. Mais un système qui permettrait de minimiser les coûts, mais quand même que les autres acteurs aient un regard sur le processus, ça me paraît être un juste milieu. Alors, une question et une proposition, en tout cas des débats à mettre dans la corbeille, dans le panier, pour être discuté, pour qu'on regarde ce qui a lieu de faire. 30 ans, plus de 30 ans après l'ouverture démocratique donc, dans nos différents pays. Nous sommes au Burkina, nous parlons du Burkina, nous parlons de crise au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Une crise est d'ailleurs intervenue en 2011 et Moussa Michel Tapsoba a dû céder son fauteuil sous la contrainte à Barthélémy Kiré. La majorité et l'opposition s'étaient alors liguées contre le président de la CENI pour réclamer sa démission. Mais Moussa Michel Tapsoba est resté droit dans ses bottes et a refusé tout net. L'opposition, notamment, qui a dégainé en premier, mettait en cause la crédibilité du scrutin présidentiel de 2010. Depuis les dernières élections, avait alors rétorqué le président de la CENI dans une interview parue dans le quotidien L'Observateur Palga, je cite, « Le chef de file de l'opposition n'a cessé de demander ma démission. Il avait besoin par là de montrer que la présidentielle s'est mal déroulée. Alors, si je venais à rendre le tablier, ce serait lui donner raison. Si le scrutin était mal organisé, cela revient à dire que celui qui l'a remporté a été mal élu. » Fin de citation. Alors, Moussa Michel Tapsoba n'a pas donc démissionné. On l'a contraint à partir.
Il est parti, mais quelques temps après, juste quelques temps avant, il a été donc débarqué et quelques mois avant la fin de son mandat, et puis il est décédé subitement dans la nuit du 13 au 14 juillet, à l'âge de 59 ans. Un ange passe, mais si vous regardez, cela fait tout juste 20 ans. Nous sommes le 15 juillet, cela fait tout juste 20 ans donc que Moussa Michel Tapsoba est parti, au lendemain d'une crise au niveau de la CENI. Est-ce que vous avez vécu cette période? Un mot là-dessus, rapidement, et parce qu'en fait, c'est une transition qui s'en est suivie avec Barthélémy Kéré. Oui, je n'ai pas vécu cette période, c'était à mes jeunes années au niveau de la société civile. C'est beaucoup plus la période Barthélémy Kéré que j'ai vraiment connu cette institution et le travail qui a été abattu pendant ce temps-là. Mais comme je dis, c'était des moments où des personnes avaient des convictions, des principes qu'ils défendaient aussi. Et bon, ce qui nous a mené à cette commission qu'on connaît. Voilà. Alors, Abou Ibrahim, vous avez sans doute vécu ces épisodes avec Moussa Michel Tapsoba, oui, qui a donc refusé de démissionner parce qu'on voulait le contraindre à y aller. Le premier ministre de l'époque, Luc Adolphe Tiao, y a mis du sien, mais il est resté droit dans ses bottes. Il a fallu finalement, je crois, une décision du gouvernement même qui a dû... je crois que le Parlement même a dû se réunir là-dessus. Exactement. Et puis finalement, on l'a donc débarqué à quelques mois de la fin de son mandat. Exactement. Donc, Moussa Michel Tapsoba, paix à son âme, a fait 2 mandats, je crois. Il a tenté un 3e mandat où on a l'opposition qui s'est retirée. Pratiquement les 3/4 donc, des commissaires se sont retirés. Et là, donc, on s'est retrouvé dans une situation... où, une sorte d'impasse. D'impasse où le Parlement était obligé d'intervenir pour très rapidement le mettre de côté afin que Barthélémy Kéré puisse continuer. Mais je pense que Matt Kéré, je retiens une très bonne image de lui. Il a conduit le processus avec beaucoup de tact et puis d'entrain. Mais le cas Michel, c'est vraiment déplorable et on se retrouve pratiquement aujourd'hui dans la même situation où on doit mettre en avant la valeur des hommes. Pas seulement leur appartenance à un parti politique ou à une composante de la société civile comme les coutumiers ou les religieux ou les mouvements de droits de l'homme. Dans cette CENI-là, ce qui est clair, c'est que pour être président, il faut être de la société civile. Parce que la présidence ne revient pas, voilà, n'échoit pas à un responsable. Je crois que tous les débats tournent autour du président sortant qui est candidat et du chef qui est recusé. Mais il y a 3 autres membres commissaires de la CENI qui peuvent être présidents. Alors pourquoi, je vois même que la communauté catholique a désigné un juriste, un magistrat. Et pourquoi la question se cristallise donc autour de ces personnages, puisqu'il y a d'autres ouvertures, et pourquoi le CFOP, le chef de file de l'opposition, exige que ce représentant-là soit purement et simplement remplacé? Personnellement, oui, en fait, il y a comme une règle tacite, non écrite de rotation, qui veut qu'au sein justement des commissaires de la société civile, il se passe en fait la présidence. Voilà, donc et c'est actuellement le tour de... Là, je veux coutumière, si on va respecter l'ordre. Si le maître Kéré était de l'église catholique... Si le chef de SAO reste, il a de fortes chances d'être le président de la CENI. C'est ça qui est pressenti. Et c'est ce que ne souhaite pas du tout le CFOP. Mais ce n'est pas une règle écrite, en fait. Donc, il faut respecter ce que les lois disent. Il faut respecter ce que les lois disent. Mais comment est-ce qu'on peut se braquer sur des règles non écrites? Ah ben, je ne comprends pas. La loi dit qu'il faut être de la société civile. C'est largement suffisant. Moi, je pense que quand on se retrouve, même quand on est élève ou étudiant, pour créer des associations, parmi nous, on sait celui qui a de la valeur qui va être président. Parmi nous, on sait celui qui sait gérer des fonds pour être trésorier. Parmi nous, on sait celui qui est dynamique dans la logistique, on lui confie ça. On ne va pas se retrouver aujourd'hui à se dire non, il faut être catholique, musulman, protestant, etc. pour diriger la CENI. Moi, je ne suis pas... Vraiment, je ne partage pas cet avis-là. Ouais. Notre pays, notre pays est un modèle de laïcité. Ce qui rend l'affaire plus inextricable, c'est qu'il faut être de la société civile et pas appartenant à une formation politique. Mais il y en a combien qui ne sont pas affiliés ou en tout cas sympathisants ou membres d'un parti politique? On sait très bien qu'au niveau de la société civile, il y a beaucoup de personnes qui ont des affinités avec des partis politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Oui, si on va chercher vraiment quelqu'un qui est clean, on ira le chercher à la maternité. Il faut un bébé. Quelqu'un qui est vraiment neutre. Sinon, ce n'est pas un adulte au Burkina.
Alors, donc, je voudrais rebondir sur ça pour dire que on doit corriger certaines incohérences. Ce que je constate, madame spécialiste des questions électorales, c'est que, par exemple, les représentants des religieux, c'est les catholiques, les protestants et les musulmans. Il y a un problème d'équité hein, à mon niveau. Oui. Parce que les catholiques et les protestants sont des chrétiens. Oui. Et la communauté musulmane, même si on a une fédération aujourd'hui des associations islamiques, on a des branches sunnites, tidjaniya, etc., etc., on ne va pas s'en sortir. C'est ça. À ce rythme, on ne va pas s'en sortir. Je crois qu'il y a un problème d'équité. Et les animistes qui sont les plus nombreux au Burkina. Justement, alors que c'est l'esprit de consensus qui a présidé à cette formule de la CENI pour avoir 3 entités, donc 15 membres, 5 de chaque côté, pour former donc une commission qui reflète tout de même un peu la société et sur laquelle on peut compter. Je suis d'accord, M. Ag a soulevé un autre pan. On ne peut pas soulever tous les problèmes. Ça. Mais le problème qu'il a soulevé, c'est un souci qui demeure. Il y a un autre que moi je vois. Oui. C'est vrai qu'on est déjà en crise, mais il ne faut pas en rajouter. Mais je dis ça seulement comme ça. Même le choix dans les composantes, si on va aller regarder, quelles sont les dispositions qui régissent cela dans les composantes? Par exemple, vous parlez de est-ce qu'on va aller de récusation à récusation. Au niveau de l'opposition, il y a déjà des questions. Il y a des dissensions. Il y a des distensions. Quels sont les textes? L'opposition non affiliée vient d'ailleurs de dire qu'elle n'est pas d'accord avec les choix opérés par le CFOP. C'est ça. Peut-être que le processus de désignation de là-bas de chaque composante peut être regardé. On parle des OSC droits humains qui sont représentés. Quel est le processus qui a été suivi pour la désignation du commissaire des OSC droits humains? Je suis un peu surpris par son profil parce qu'il est commerçant. Je ne dis pas que les commerçants ne sont pas en tout cas par nature, des animateurs de la société civile composant droits humains, mais voilà. C'est pas que nous recusons des commissaires, mais on veut dire que c'est peut-être un moment effectivement de se poser la question de est-ce qu'on n'est pas à bout de souffle? Il faut regarder les choses en profondeur. On en revient sur ce bout de souffle. Il faut vraiment regarder, mais en même temps, quand on dit il faut regarder, on ne peut pas regarder ici et maintenant. Il faut qu'on arrive à régler la question qui nous préoccupe pour avoir une commission électorale nationale indépendante qui acte donc la fin du mandat de Newton Ahmed Barry et qui nous projette dans le nouveau collège qui va piloter les prochains rendez-vous électoraux, les municipales notamment. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour en sortir? C'est là la question. L'élection est reportée juste de quelques jours. Et la refonte ou la réorganisation ou les réflexions autour de cette formule pourraient intervenir après. Oui, nous allons continuer ainsi. Maintenant, les réformes, il faut engager la réflexion. C'est de ça qu'on parle ici. Mais présentement, effectivement, nous avons des municipales qui se profilent à l'horizon. C'est 22 mai 2022, selon la date que j'ai vue. Et là, il faut qu'on avance. Le mandat actuel des membres de la CENI s'est expiré. Donc, moi je pense qu'il faut inviter ceux qui sont volontaires, ceux qui sont engagés à continuer et il faut composer avec eux. Sinon, on ne va pas s'en sortir. On va vers un enlisement de la situation, à mon avis. Ouais. Mais ceux qui sont volontaires, si le CFOP continue de récuser, de ne pas siéger, alors en ce moment-là, on va aller de blocage en blocage, de boycott en boycott, ainsi qu'en le pressant. Et il va falloir donc que quelqu'un cède quelque part. Donc on est dans un jeu un peu de tu me tiens, je te tiens, ou bien je vais démontrer que c'est moi le plus fort. Est-ce que c'est une démonstration de force du CFOP que de dire tant que ce monsieur sera maintenu, eh bien nous on ne participera pas? Je pense qu'on ne va pas perdurer dans ce système de blocage non plus, parce qu'à un moment donné, il faudra trancher pour qu'on puisse avancer. Les élections, c'est prévu. Il y a un certain nombre de procédures, d'étapes à passer pour pouvoir tenir le calendrier. Donc, il faudra à un moment donné trancher la question. Mais qui doit la trancher, cette question? Puisque le ministre de l'administration territoriale renvoie le CFOP devant la justice. Oui. Le CFOP se refuse à aller devant la justice. Alors, qui doit finalement trancher cette affaire? C'est malheureux, effectivement, que par rapport à une récusation, un contentieux de ce genre, les acteurs ne veulent pas se diriger vers l'institution judiciaire. Et maintenant, je prends le cas de la dernière élection. On avait 80 partis, Serge, rien que pour Ouagadougou. L'opposition ne se limite pas, à mon avis, au CFOP et à l'ONA. Il faut qu'on s'entende. Ceux qui sont de la majorité, c'est pareil. Ceux qui sont de l'opposition, on a une panoplie de partis politiques. Il faut composer avec ceux qui veulent aller et laisser ceux qui veulent aller au champ, s'occuper de leurs travaux. Parce que j'ai l'impression que, en tout cas, la situation dans laquelle nous allons là,
c'est une sorte d'embrouillamini. On va Alors, perdre du temps, on va peut-être tomber dans un vide vous juridique. pensez sérieusement qu'on peut donc composer cette CENI sans le CFOP? Revenons encore au Bénin. Oui. On a même organisé des élections sans l'opposition. Mais à un certain moment donné, il faut que les gens mais s'assument. la Sénat, la Commission de électorale nationale autonome, n'a pas été composée sans les représentants de l'opposition. Oui, tout à fait. Ça, c'est différent, parce que là, c'est la compétition et que des règles ont fait peut-être que l'opposition n'a pas pu participer. Mais évidemment, aujourd'hui, on est face à une impasse et c'était bien de rappeler toutes ces crises que nous avions déjà connues par le passé et il faudrait qu'on tire leçon de nos erreurs pour pouvoir avancer. On a parlé de Moussa Michel Tapsoba. Moussa Michel Tapsoba qui a été remplacé par Barthélémy Kéré. Barthélémy Kéré qui a ensuite été élu à la tête de la CENI et qui a notamment géré les scrutins de 2015 dans un contexte plutôt difficile et avec le succès que l'on connaît. Alors, oui, contexte difficile parce qu'il y avait eu ce putsch au lendemain de l'insurrection et on se demandait bien comment ça allait se passer, mais finalement, ce scrutin couplé de 2015 est aujourd'hui une référence. Vous qui avez un peu suivi donc, cette période-là et qui avez vécu cette élection, est-ce que c'est de tous les scrutins qu'on a connus, celui qui reste pour vous le plus achevé? Je pense que c'est celui qui restera en tout cas dans nos mémoires. Parce que c'était les premières élections après l'insurrection populaire, les premières élections où aucun des candidats, en tout cas, n'avait été président de par le passé. Et donc, les enjeux étaient nouveaux. Et donc, ça cristallisait beaucoup d'attention. Peut-être qu'elle a eu l'avantage que, justement, il n'y avait pas un président sortant qui était là, donc ça peut-être facilité les choses. Mais en tout cas, c'est l'un des scrutins qui reste dans les mémoires. Et je pense que l'ensemble des acteurs, y compris nationaux comme au niveau international, ont en tout cas reconnu un processus qui a été bien mené de bout en bout. On ne dit pas qu'il n'y a pas eu d'insuffisance, mais ça a été un processus qui a été vraiment bien mené de façon consensuelle avec l'ensemble des acteurs. Donc, nous qui étions du côté de l'observation des élections, en tout cas, on a senti une commission électorale très ouverte, qui a en tout cas accepté un regard critique d'acteurs qui ne sont pas dans l'organisation des élections, mais qui sont dans l'observation. Oui. Et qui ont dit, je m'engage dans un processus transparent, vous pouvez venir voir. Et donc, c'était même la première fois sous donc, Maître Kéré qu'on a pu faire un système de comptage parallèle des votes au Burkina, la toute première fois, où il a accepté que ce système qui était utilisé dans d'autres pays soit utilisé au Burkina. Pour dire qu'on fait sur la base de statistiques données, on peut vérifier les données que la CENI est en train de produire et pouvoir avoir des tendances et comparer si vraiment ce que la CENI publie comme résultats sont crédibles ou pas. Donc c'était vraiment un grand pas. Et depuis cette époque, on ne peut plus faire de l'observation des élections de la même manière qu'on le faisait dans les années 90-95. C'est ça. C'est complètement différent. On a beaucoup évolué. C'était aussi la première fois à Ibrahim qu'on avait eu les résultats du scrutin très rapidement, je crois dès le lendemain. Je pense en tout cas que, comme je l'ai dit, avec Maître Kéré, il faut lui tirer le chapeau. Ça a été l'une des meilleures CENI qu'on ait vécues. Et puis, il y a eu des innovations. Il y a eu des innovations, comme vous venez de le souligner. Dieu merci, il n'y a pas eu de contestation. Et aujourd'hui, nous sommes pour poursuivre dans une situation qui, à mon avis, est peut-être la résultante d'un dialogue politique qui a foiré. C'est peut-être la position de l'opposition, peut-être ça a décliné un peu. Qui a suspendu sa participation un peu de ce dialogue qui a été écourté. Sans compter que nous avons des grands enjeux. On parle de la révision à minima du code électoral, on parle de redécoupage, et pendant ce temps, on n'arrive même pas à mettre en place la CENI. On cherche à gagner en temps, moi je ne sais pas pour faire quoi, mais moi j'ai mes propositions. Oui, rapidement. J'ai dit très rapidement, nous avons eu 7 millions de Burkinabés qui ont voté à l'intérieur, nous avons eu 32 millions de Burkinabés de la diaspora qui ont voté. 32 millions 32 000 inscrits, électeurs, pour une communauté qui a plus d'1 million de compatriotes et de ressortissants en Côte d'Ivoire. Oui. Mais quand on parle de gouffre financier, quand on parle de réduction des coûts, moi je pense qu'il faut arrêter ça. Moi je ne suis pas contre les Burkinabés de la diaspora, mais je pense que c'est vraiment un luxe pour nous d'injecter de l'argent. On a vu des commissaires de la CENI se battre pour faire des missions. Ils sont allés au Cap-Vert, il y a combien de Burkinabés là-bas? Ils sont allés au Brésil, on peut compter combien de Burkinabés? Ils sont même allés au Japon.
Vous imaginez ce que ça coûte aux contribuables. Donc moi je pense qu'il faut revenir oui, à mais des élections c'est une bonne chose de faire voter les citoyens à l'étranger. Très bonne chose. Les autres pays organisent le vote de leurs ressortissants à l'étranger. Nous avons des moyens limités, nous organisons des élections par l'appui des partenaires, il faut qu'on arrête ça. Oui, mais c'est une demande aussi des citoyens burkinabés qui vivent à l'étranger. Évidemment, ça a pris du temps pour être opérationnalisé. Et cette année-là, malheureusement, il y a eu aussi le contexte qu'il ne faut pas oublier, avec la Covid-19 qui a fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de sorties, avec aussi les distances. Hein. En Europe, ce n'est pas évident si vous habitez dans une autre ville, de faire ce déplacement-là en dépensant vos euros pour revenir à la capitale ou au consulat pour pouvoir vous faire enrôler, tout ça. Il y a peut-être tout ça qu'il faut remettre en perspective pour voir comment mieux organiser cela. Mais je ne pense pas qu'il faut balayer tout cela du revers de la main, n'est-ce pas, Lydia Tanga? Je suis d'accord avec vous sur la minimisation des coûts. C'est vrai que c'est vraiment... ça rend fou tous ces milliards qu'on injecte dans l'organisation des élections. Et il faut qu'on y aille dans un processus de minimisation des coûts. Enrôler à coups de milliards chaque 5 ans, ou c'est vraiment... C'est ça, moi, ça me fait un peu mal. Mais sur la... Oui, c'est d'ailleurs l'une des promesses fortes de Newton Ahmed Barry, l'actuel président de la CENI, qui estime qu'on peut enrôler à 0 francs CFA. C'est ça, c'est l'une de ces batailles, on l'a suivi en tout cas défendre ce dossier. C'est peut-être aussi ça qui est au cœur de la crise, non? Oui, et il pense que, en tout cas, aller vers la carte nationale d'identité comme document de vote peut nous permettre de gagner des fonds. On lève aussi souvent certains problèmes liés à la CNIB aussi, mais je pense qu'il est possible de minimiser vraiment le coût de ces élections. Bien sûr, il y a des enjeux importants au niveau de cette institution parce que ça mobilise beaucoup d'argent. Et quand ça mobilise beaucoup d'argent, qu'il y a des acteurs tels qu'on les connaît qui sont à l'intérieur, il y a des marchés qui se passent, bon, ça réveille des appétits, certainement. Et peut-être beaucoup aussi ne sont pas d'accord à ce que justement on minimise les coûts. Mais sur la question du vote de la diaspora, je pense que c'est un aspect important d'avancer en termes de droits aussi de ces citoyens, de prendre part à la prise de décision, même si on ne réside pas au pays, de pouvoir donner sa voix, son point de vue aussi compte. Ça renforce le patriotisme et l'intérêt pour les choses. Maintenant, sur les questions de minimisation, on peut trouver les moyens et pas forcément faire des frais de mission à coût de milliards aussi. Alors, faut minimiser les coûts, ça c'est clair. Newton Ahmed Barry s'inscrit dans cette vision, dans cette dynamique. Apparemment, c'est aussi ça qui fait qu'il y a de la tambouille au niveau de la CENI. Donc moi, je vais d'abord poser une question. Est-ce que quand on désigne quelqu'un de la société civile qui se retrouve président de la CENI, est-ce que c'est lui qui fait des projets, des propositions de réforme pour réduire les coûts? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il est venu pour organiser des élections. L'État est conscient qu'on dépense des milliards dans une élection et vous n'allez pas me dire que l'État va aller dépenser 35 milliards dans une situation où il peut se retrouver à 0 francs. Et organiser un enrôlement à 0 francs, j'aimerais bien y croire. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ce projet, mais personnellement, ça ne m'accroche pas. Ça ne vous accroche pas? Vous pensez que ce n'est pas crédible? Ce que je pense, c'est que c'est l'organe, le président de la CENI, pas seulement Newton Ahmed Barry, même Moussa Michel Tabsoba, a cristallisé des passions. Il a été décrié, l'un comme l'autre. Et donc, ça veut dire que c'est ce poste-là peut-être qui pose problème. Et moi, la proposition que je vais faire, c'est de revoir le mandat pour qu'on ait un mandat unique de 7 ans. Un mandat unique de 7 ans, comme parce ça... que quand on rentre dans le renouvellement, on rentre dans la crise. Donc, c'est valable aussi pour la présidence de la République, pour ne pas dire seulement au Faso. Il faut faire un mandat unique comme Talon voulait le faire et comme il a proposé et comme il s'est rétracté par la suite. Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain, mais je pense qu'il faut rester honnête en train de parler du domaine des élections. Moi, c'est après analyse, je regarde tout ça et puis je me dis, est-ce que j'ai une proposition qui pourrait être pertinente ou pas à l'endroit des acteurs? En tout cas, c'est ce que j'allais... Alors, vous trouvez cette proposition-là pertinente, Lydia Zanga, un mandat unique pour le président de la CENI, il fait peut-être 7 ans, et puis une bonne fois, et puis après, on met quelqu'un d'autre? C'est une question aussi à mettre sur la table aussi pour discuter. Parce que ce que je pense aussi, c'est qu'il ne faut pas forcément allier les mandats sur les élections. Parce qu'on fait des élections chaque 5 ans généralement. Et souvent, au moment où une élection finit, on court pour renouveler les équipes en attendant. Donc, aller sur 7 ans, ça peut permettre en tout cas d'enjamber des processus. Mais tout ça est à mettre en discussion. On a parlé tantôt d'un conseil d'administration et avec une administration électorale plus forte. Donc, ça aussi, c'est
des sujets qui peuvent être discutés. Mais le plus important pour moi, c'est que c'est le moment de faire les réformes. Souvent chez nous, le moment de faire la réforme, on ne le fait pas à ce moment. C'est quand on est dans les... C'est quand il y a des problèmes. C'est quand il y a des problèmes qu'on dit qu'on se met à courir voilà. pour vouloir faire des réformes. En ce ça. moment, on se met à faire un dialogue et puis on dit réforme à minima. C'est ça. Ce qui ne nous fait pas avancer. Parce qu'il faut les faire une bonne fois pour toutes. Alors, très rapidement, parce qu'on n'a plus de temps, Ag Ibrahim a donné ses propositions. Parce que j'avais réservé cette question-là pour la fin. Quelle proposition pour une sortie honorable de cette crise, Lydia Zanga? Pour une sortie honorable, d'abord, moi je vais dire, on a déjà suffisamment de soucis dans notre pays. On a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur les priorités, là où on met les priorités et les questions utiles qu'on discute actuellement. Et je pense qu'on gagnerait à ne pas perdurer dans cette crise qui peut vite être passée. Et pour moi, je vais encore parler de principes. Une CENI, telle que nous on l'a imaginé, telle qu'il a été, ça a été lutté et obtenu, oui, est une CENI équilibrée, société civile, parti politique de l'opposition, parti politique de la majorité. Travaillons à respecter cet équilibre. Parce que une autorité à la tête de cette institution, dont on ne présume pas, si on soupçonne les appartenances, on peut encore discuter. Mais si les appartenances dans un ou un autre bord n'est même pas soupçonnées, nous semons des graines de crise potentielle. Ouais. Donc mon avis vraiment, c'est de garder à l'esprit cet équilibre qu'on doit garder au sein de cette CENI et que les résultats de discussion là, on puisse s'en tenir à cela. Il faut garder ce format, il faut travailler à sortir de cette crise et puis maintenant mettre sur la table la formule pour voir comment la faire évoluer. Un dernier mot peut-être, Ibrahim, je vois que vous vouliez dire quelque chose. Oui, ça je voulais dire qu'en général, nous sommes en Afrique, lorsqu'on a des situations de crise comme ça, nous mettons à contribution les dépositaires de nos us coutumes pour régler l'affaire, mais là, voilà ils sont devenus une partie prenante. Dans cela, je dis que je pense qu'on va vers une radicalisation des positions et c'est le ministère de l'administration qui doit être ferme, qui doit dire on va travailler avec ceux qui veulent travailler et avancer. C'est ce que moi je pense personnellement. Maintenant, j'ai vu également quelque chose d'autre que je voulais aborder très rapidement. C'est la prestation de serment. Là, le Conseil constitutionnel convie donc les 15 commissaires à une prestation de serment lundi prochain. Alors qu'on n'a pas... À 10 heures. Oui. Et le bureau également est convoqué pour être mis en place le même jour à 15 heures. Mais avant ça, j'ai ouï dire et voir que si ces commissaires n'avaient pas prêté serment, et donc, il n'était pas encore en fonction et que c'était illégal de mettre en place le bureau. Alors qu'en 2016, c'est ce qu'on a fait. Oui. Les commissaires ont été nommés le 20 juillet 2016. Les commissaires ont mis en place leur bureau avant le 25 juillet 2016. Ils sont allés prêter serment. Newton était président déjà avec tout son bureau le 27 juillet. Et je ne comprends pas que maintenant, peut-être que la loi a évolué. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les gens me disent non. La loi a-t-elle évolué? Non, on ne pense pas, la loi n'a pas évolué, donc pourquoi faire autrement? Pourquoi faire autrement aujourd'hui alors qu'on avait fait ainsi il y a 5 ans? Respectons les textes et faisons en sorte d'avancer sur cette situation. Il faut tout de même que nous soulignions ici qu'on a parlé du Burkina, c'est vrai, mais ce n'est pas seulement au Burkina que les commissions électorales connaissent des problèmes. On a eu des échos de problèmes un peu partout sur le continent. C'est peut-être en effet le moment de revoir un peu toutes ces commissions, qu'elles s'appellent Sénoé, Sénat ou CENI, pour essayer de semer la concorde et de mettre la symbiose entre les processus démocratiques et ces commissions chargées d'organiser les élections importantes dans nos différents pays. Malheureusement, le temps qui m'a été imparti pour cette émission est arrivé à son terme. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 140 qui recevait pour vous Lydia Zanga Ouedraogo. Elle est juriste spécialisée sur les questions de droits humains. Elle est également spécialiste des questions électorales, plutôt des processus électoraux. C'est bien cela. C'est ça. Et merci vraiment pour vos éclairages et on aura recours à vous autant que de besoin. Merci également à mon confrère Mohamed Ag Ibrahim, directeur de publication de FASOPIC. Merci pour vos éclairages, Ag. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de reparler de la CENI et d'autres sujets sur le plateau de Périscope.
C'est Philippe Barrault que je remercie qui a assuré la réalisation de ce numéro de Périscope. Merci également à toute l'équipe technique qui l'a assisté dans cette orchestration. Et merci à vous toutes et à vous tous qui m'honorez de votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire. Mais prenons toujours soin les uns des autres et prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.